Le château de Parenchère fait partie de mon histoire. C'est un magnifique domaine. À l'extrême est du Bordelais, aux portes du Périgord, ce domaine, c'est l'histoire de ma famille. C'était mon rêve de jeunesse, acquérir un magnifique vignoble dans le Bordelais. Nous sommes devenus très amis depuis. Et ça s'explique pas. Nous, on a vécu très libre enfant en fait. Donc on prenait les vélos, on partait dans les bois, ils ne nous voyaient pas. On a une cloche à Parenchère, on a donné la cloche pour qu'on revienne manger. Et là, tu as une petite cascade en fait qui passe ici. Ah, c'est ça dont tu me Donc c'était un peu la plage, genre c'était on allait faire de la pêche là et c'était l'aventure. C'est à peu près 50 hectares de bois. Donc en fait, on a à peu près 200 hectares de terre au total. Là-dessus, tu as 70 hectares de vignes. Et on est sur la limite du Bordelais qui est sur notre château. Donc derrière cette ligne d'arbres là, on est sur une autre histoire, c'est la Dordogne avec le Périgord. T'es où là, Julia? Je suis dans le Bordelais, of course. Ah bah, moi je suis en Dordogne. Bah, voilà. Incroyable. On traverse la frontière. Et alors où est-ce qu'on est? Et là, t'es à Parenchère en fait. Ah bah, voilà. Bienvenue à Parenchère. La saga des Gazagnols, mon père est né en Algérie en 1906. Dans les années 20, il est parti, ça marchait pas trop bien à cette époque en Algérie. Ils arrivent au Maroc, dans la plaine du Rarb, le domaine dont personne ne voulait, de 1200 hectares. Ils ont contribué, avec l'aide du gouvernement français, à créer un barrage qui s'appelait le barrage d'El Kansra et qui a permis l'irrigation de toute cette plaine. Ils les ont achetés en 1930. Et ils ont planté la vigne et ils ont créé, à partir de cette propriété, la marque Chaud Soleil qui est toujours connue au Maroc. Voilà, donc ils avaient une âme de viticulteur. Par la suite, lors de l'indépendance du Maroc, il est revenu en France en 1958. Il a acheté le domaine de Parenchère. Et mes parents, ça a quand même été déracinés un peu, hein, parce que ma mère était en Algérie, mon père au Maroc. Ils ont eu leur enfance là-bas, il y a une certaine nostalgie quand même. Donc quand ils sont arrivés ici, c'était déjà un certain arrachement, ils se sont recréés ici. On a tout recréé, tout restructuré. Mon père m'a beaucoup appris. Par la suite, dès les années 70, je suis allé à Bordeaux où, sous l'égide du professeur Pénaud, j'ai appris l'œnologie et j'ai appris un peu plus que m'avait appris mon père. En 2005, j'étais avec Jean, en train de faire, on va dire, l'école avec lui. Et j'avais toujours dans ma tête, j'avais cette idée que Bordeaux, voilà, il commence à pleuvoir et tout est fichu. Il s'est mis à pleuvoir et j'ai dit à Jean, ah ben, le Cabernet Sauvignon, alors c'est fichu, là, c'est fichu, on a tout perdu. Et il m'a regardé comme un enfant et il m'a dit, tu ne le comprends pas encore, mais c'est de l'or qui tombe. Jean, il me disait toujours que je vais t'expliquer jusqu'à ce que tu as compris. Dans le film de Chant de Florette, Papé, il disait à Hugolin que je vais expliquer jusqu'à ce que tu as compris. Et donc, moi, j'étais un peu Hugolin ici, et Jean, c'était Papé. Beaucoup de choses que j'ai appris que je connais sur le vin, j'ai appris de lui. Je suis venu la première fois en France quand j'avais 12-13 ans avec mes parents.
en Normandie. En Suède, je pense qu'on a découvert le vin relativement tard, mais on n'utilisait pas le mot Bordeaux, on disait vin de château. C'est au moment de vos études en France que vous avez eu ce rêve d'avoir un jour votre propre domaine du Bordelais? Peut-être que je n'aurais pas osé de penser ça à l'époque parce que j'étais un étudiant et cet objectif a été réalisé à peu près à l'âge de 40 ans à peu près. C'était peut-être un peu tôt, mais je pense que si on veut faire quelque chose dans la vie, il ne faut peut-être pas attendre, il ne faut pas croire toujours qu'il y a demain, parce qu'il n'y a peut-être pas demain. J'étais un peu en apprentissage, on peut dire, pendant 5-10 ans. Et ce qui m'impressionnait ici, c'était évidemment qu'il y avait une histoire, un savoir-faire. Et disons, la famille Gassagnol, j'ai tout de suite compris que ce sont des gens vraiment bien, parce qu'ils voulaient... Il ne voulait pas que je gâche quoi que ce soit. L'appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur n'avait pas une notoriété très importante, puisque vous savez qu'à Bordeaux, il y a un strate de 55 appellations. Et donc, malheureusement, nous, on se situait tout en bas. Donc, tout mon travail a été de montrer qu'on était tout en bas de l'échelle. On pouvait monter les différents échelons pour arriver au meilleur de Bordeaux. Moi, j'ai voulu m'affranchir du négoce bordelais et j'ai créé véritablement la marque à l'exportation. Et donc, petit à petit, on a commercialisé les vins dans 46 pays. J'ai essayé d'aller sur toute la planète. Le Danemark, le Canada où tu étais très fort, Sud-Ouest qui dit par enchère la force d'une marque, Goemio, les valeurs sûres du Bordelais, en parlant de par enchère, habitué des marches du podium, par enchère élabore des vins toujours droits et élégants. Decanter en Angleterre, qui est quand même un des plus grands. Et puis des articles, effectivement, comme Parker plus tard, qui nous ont aidés en disant « Maintenant que Léoville Lascaz coûte 150 $ la bouteille, je recommande par enchère. » J'ai interrogé mes enfants pour savoir s'ils voulaient continuer. Bon. Ils n'étaient pas très chauds. C'était à la fois une passion débordante de joie et en même temps une source de stress et d'angoisse. Et nous, on a toujours vécu ça avec mon frère. Il a voulu nous en protéger et nous mettre en sécurité. Je savais très bien que si on restait là, il allait continuer à s'en occuper. Et... Tu l'aurais sur le dos en fait. Ouais, c'est pas ça. Moi, j'aurais été rassurée de l'avoir sur le dos. Mais surtout, il allait jamais lâcher le truc. J'ai eu pas mal de propositions. J'ai refusé de vendre le domaine à des gens qui n'avaient pas la fibre du vin. Et un beau jour, j'ai rencontré Père Landin et nous sommes très très bien entendus. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous avez ressenti en posant les premiers pieds là, dans les graviers de Parenchère? Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ouais. Je pense que c'était ça. Et je trouve que les vignes sont un peu comme nous. Il faut que ça soit beau pour que le vin soit bon. Moi, j'ai formé du personnel pendant 35 ans. C'est compliqué de former du personnel à des postes bien particuliers et pour la vinification, parce qu'on ne le fait pas seul, le vin. Je tenais à ce que toute l'équipe que j'avais mis en place reste. J'ai bien aimé de prendre ce rôle, disons, de ne pas seulement on va faire un vin, on va le bouteiller, on va le vendre, mais on va aussi prendre c'est un engagement local aussi. Et si tu parles avec d'autres gens du domaine, c'est un peu tous à eux en fait, qui travaillent ici. Tu vois, ils se sont investis. Là, vous avez croisé Jean-Luc, qui est chef de culture, ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Tu vois, c'est leur âme, c'est leur travail quotidien qui est ici. On est arrivé après 300, je pense, à un certain moment où effectivement je pouvais me débrouiller un peu. Et donc on avait aussi la grande fortune d'avoir Julia, la fille de Jean, qui évidemment connaît
le domaine depuis son enfance et qui est toujours la directrice de la commercialisation des vins de Parengères. Et évidemment, son cœur et son histoire aident beaucoup parce que je pense dans l'équipe, personne connaît les vins mieux qu'elle, les millésimes et tout ça, l'histoire. Au départ, on était parti pour vendre, donc on ne pensait pas, moi j'aurais jamais imaginé rester là, hein, au départ. Plus tu travailles, plus tu apprends le vin, et tu sais très bien aussi, tu as du mal à partir dans d'autres secteurs. Et puis je suis passionnée aussi par Parengères, mais aujourd'hui on a la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui va le porter sur d'autres choses. Et on a tous un style de vin en tête et une façon de faire le vin. C'est moi qui ai embauché le directeur technique du domaine, qui est Richard Curti. Je lui ai dit, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le style de vinification que j'ai mis au point, mais il est important de savoir que ce style a été agréé dans plus de 40 pays dans le monde. Richard Curti a respecté tout à fait ce que je faisais parce que j'ai continué à vinifier pendant 3 ans avec lui et il a vu comment je travaillais. Dans la région, il y a eu beaucoup de pieds noirs qui ont acheté des propriétés dans la fin des années 50. On vinifiait comme ça dans ce genre de chai au Maroc. L'avantage des cuviers béton, c'est un matériau dans lequel il y a peu d'inertie thermique, donc la température change très lentement. L'intérêt, c'est l'élevage. Pour moi, c'est l'élevage des vins. Voilà. C'est très intéressant d'élever les vins dans ce type de matériau. Il y a 3 étages de cuverie. On utilise pas mal la gravité finalement. L'intérêt, c'est qu'on pompe moins les vins, mâche moins les vins. La vendange arrive ici et donc le tri optique se fait dès l'arrivée dans le chai. Donc les tris successifs se font sur une table de tri vibrante à la main, puis ensuite va passer dans le tri optique. Le chantier de la réception de vendange est à l'extérieur du chai. Ouais. Là on installe des gros tuyaux qui passent à travers ces... Ça s'enlève là, à travers ces trappes là. Voilà. Donc la réception de vendange est à l'extérieur. On a un système de benne à vendange auto-vidante élévatrice. Les grains tombent à travers les rouleaux et les quelques parties solides, queues de feuilles, morceaux de feuilles, restent en surface et sont éliminés au bout. Et après, le tri optique fait son travail en fonction de ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, là, on va jouer sur la dimension des raisins, sur la couleur des raisins. On fait au moins une cuve de chaque parcelle. Et comme ça, on a vraiment une idée potentielle qualitatif de chaque parcelle. Chacune va déguster séparément et ensuite on va faire ce travail d'assemblage et de définir dans quelle cuvée au final va se retrouver telle ou telle parcelle. Si c'est dans le Parengères classique, la cuvée Raphaël ou l'Esprit quand on le fait. Ça, c'est une parcelle de Cabernet Sauvignon avec laquelle on fait l'Esprit de Parengères. C'est celle qui nous donne les plus jolies cuvées. L'exposition, l'adéquation cépage terroir, là on est sur des terrains très argileux. Ce cépage ici, on arrive à le faire mûrir, à avoir des maturités optimum sur le Cabernet Sauvignon. Et ça donne vraiment d'excellentes cuvées. L'Esprit de Parengères, c'était vraiment l'idée de père. C'était vraiment son idée de faire un espèce de grand cru et de montrer ce qu'on pouvait faire à Parengères sur les meilleures parcelles, qui est quand même des vins d'une très grande garde et très élégants en même temps. Et ça, c'est des vignes de 50 ans. Mais je trouve sympa qu'ils aient fait cette cuvée ensemble. Et tout de suite, en plus. Voilà, c'est ça. C'est drôle, hein, parce que c'est vrai que tu n'imagines pas que les choses se font si vite. Il y avait déjà une cuvée, qui est la cuvée Raphaël, qui j'avais créé cette cuvée Raphaël en la mémoire de mon père l'année qui a suivi sa disparition. Et
Refaire encore une cuvée supérieure à la cuvée Raphaël, c'était un challenge. Donc on a ciblé les meilleurs terroirs pour cette cuvée et on a baissé les rendements à des niveaux extrêmement bas. Et donc on a une concentration exceptionnelle qui est digne des plus grands crus classés. On commence à voir déjà des vieilles bouteilles, on va dire, de moi. Et on voit un peu la différence, comment ça évolue. Depuis que je suis venu, on a été obligé de replanter des vignes. On a préparé cette parcelle pendant 2 ans. Et puis là, on a planté cette année avec du Cabernet Franc. Un cépage qui, pour moi, devient de plus en plus intéressant dans le vignoble bordelais, parce que c'est un cépage qui mûrit un peu plus tardivement, notamment que le merlot. Et étant donné le réchauffement climatique, il me semble que c'est un cépage qui est de plus en plus approprié à la production de vins de qualité. Première récolte dans 3 ans. Donc, alors cette année compte, donc on est en 2020, donc première récolte en 2022. Puis à partir de la 10e année, je pense que c'est une parcelle qui fera partie des meilleures cuvées, donc la cuvée Raphaël et l'Esprit de Parenchère. On n'avait pas de blanc à Parenchère, donc c'était vraiment quelque chose quand même qu'il avait en tête de faire. Et quand Père est arrivé, ils en ont tout de suite parlé et ça s'est fait tout de suite. En 2005, dès que Père a repris le domaine, ça a été lancé, quoi. Et sur ce cépage-là, on a greffé, sur ce pied en fait, à la place de l'ancien cépage, on a fait un greffon et on a entaillé et c'est le nouveau cépage qui est parti. En utilisant le vieil enracinement. D'accord. Du coup, très rapidement, tu as des vins avec une certaine profondeur, une certaine minéralité, alors que c'est des jeunes vignes. Et donc très vite, tu as ce côté aromatique et l'expression des sols que tu vas retrouver dans ton vin, alors que c'est quand même des vignes un peu jeunes. Voyons généreux, on va tout goûter. Allez. Vous êtes en HVE aujourd'hui? Oui. Haute valeur environnementale, et est-ce qu'il y a une envie d'essayer ou de passer en bio à terme? Alors bien sûr, hein, on y réfléchit depuis très très longtemps. La problématique aujourd'hui, elle est presque un peu économique sur des structures comme la nôtre, puisqu'on a 70 hectares de vignes. Pour pouvoir y arriver et limiter, on va dire, les risques liés au bio, hein, c'est-à-dire les risques maladies. Hein. Alors après, il y a des bios qui s'en sortent très très bien, mais nous, ça impliquerait qu'on arrive à traiter tout le vignoble sur une journée, éventuellement le week-end, donc il faut plus de personnel, plus de matériel, donc il y a des investissements à faire. C'est énormément de temps passé en plus dans les vignes. Donc on est sur un modèle économique qui pour nous est compliqué, parce que je sais que le passage en bio demain va m'augmenter les frais d'environ 25%, et jamais je pourrais percuter ça sur les prix de la bouteille. Par contre, depuis des années sur la propriété, donc effectivement on est HVE niveau 3 qui est le plus haut niveau dans la haute valeur environnementale, et on est aussi engagé dans le SME, le système de management environnemental des vins de Bordeaux, donc c'est la norme 14001. On travaille vraiment sur l'amélioration continue au niveau de l'environnement, et donc on est entre guillemets plus qu'à moitié bio. On produit des vins plus que respectueux, ça j'en suis persuadé, et de bonne qualité. Et on n'est pas en bio, mais on est très conscient de notre impact environnemental, et on le travaille depuis, enfin moi ça fait 15 ans que je suis ici, et on a toujours avancé en ce sens. Et je suis fière de ce qui est fait aujourd'hui. Mon père te le dit aussi, il trouve que les vins sont toujours super. Et puis nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que tu as vraiment une continuité de style aussi. Quelle chance, chef. Ouais.
part en chair n'a pas quitté la famille. C'est la famille qui s'est agrandie. L'oxygène passe un peu à travers le bois, mais très peu. Il passe surtout à travers ce qu'on appelle le trou de bonde, le trou par lequel Le quoi? le trou de bonde. D'accord. Par lequel. Ouverture en fait. Attendez pas ça. Tu vas taper le trou de bonde. Bon. Encore du mal. Eh, trou de bonde. Pardon. Attendez pas du tout. Et donc. Les gamineux. Ok, pardon, on reprend. Donc, le trou de bonde. Bonsoir Charline, ça va? Ça va. Ça va derrière. Bordeaux? Pas Bordeaux. Bordeaux? Pas Bordeaux. Bordeaux? Quel est le premier moment, à quel moment vous avez posé le pas, votre premier pied en France? Mais il a toujours fait du local quand même. Tu veux goûter? Ah bien sûr. Non parce que Après, T'es pas sûre d'avoir compris? tant que c'est pas un trou du cul qui met le. Non bah non.